Donc, vous avez eu toutes ces... Oui, ça marche. Vous avez eu toutes ces informations. Je pense que vous avez de nombreuses questions. Donc, voilà. Donc, on va faire circuler un micro dans la salle et nous sommes prêts à répondre à vos questions. C'est la première question qui est difficile. Oui, c'est toujours la première qui est difficile, mais bon, je suis sûre qu'il y en a qui vont arriver. Merci. Bonjour. Question, je porte un appareil par rapport aux apnées. Je suis amenée à partir un mois à l'étranger et de façon trek, donc compliqué d'emmener ce matériel. Est-ce que ça a quelque chose de néfaste si je ne le porte pas pendant un mois? Alors, c'est moi qui vais répondre. Comme je le disais tout à l'heure, donc, je ne sais pas si ça marche. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, que ce soit la machine pour l'apnée, donc la PPC ou l'orthèse, c'est des traitements qui vont prendre en charge les apnées que vous avez, sauf que ce n'est pas un traitement qui va vous guérir de l'apnée. Donc, si vous partez, vous la laissez à la maison, vos apnées vont revenir. Alors, sur le plan vraiment cardiovasculaire, si vous le mettez correctement quand vous êtes à la maison et puis exceptionnellement vous devez vous absenter, enfin c'est pas possible de la mettre, on restera quand même intéressant au niveau prévention du risque cardiovasculaire. Par contre, sur le mois où vous l'avez pas, eh ben, vous allez avoir plus de somnolence, vous allez ronfler si vous ronfliez avant, enfin vous allez avoir tous les symptômes que vous aviez avant. Chez certains patients, quand ils l'arrêtent parce qu'ils sont partis en week-end ou quoi, ils nous disent souvent qu'en fait, ils sont beaucoup plus mal qu'avant la mise en place de la machine. Parce que l'apnée, c'est quelque chose qui va venir doucement. Donc, en fait, votre corps va avoir tendance à s'adapter au fur et à mesure. Et donc, ça va être un petit peu silencieux, alors que aujourd'hui, comme vous êtes traité, vous n'avez plus l'habitude, entre guillemets, de faire des apnées. Et donc, du jour au lendemain, comme vous n'avez plus la machine, vos apnées vont venir. Et donc, ça va être beaucoup plus criard en termes de symptômes. Mais sinon, sur le risque cardiovasculaire, si vous la mettez très très bien quand vous êtes à la maison, et puis une fois, vous devez partir un mois sur 5 ans de traitement, on sera quand même vachement intéressant. Par contre, si vous êtes en déplacement, vous travaillez, vous êtes en déplacement, vous partez une semaine tous les mois, bah là, on est un peu moins intéressant. Bonjour, je suis médecin en EHPAD. C'est vraiment très intéressant pour nous ce colloque, c'est pourquoi on est là. Parce que là, aujourd'hui, effectivement, j'ai prescrit du Temesta et du Zopiclone. Parce que c'est, en fait, les gens viennent avec leur ordonnance. Et il y a de Zopiclone et tout de suite, pour une personne âgée de 91 ans, j'étais un peu, comment dire, j'ai du mal à prescrire le 7,5 de Zopiclone. Et ces derniers temps, j'ai eu connaissance en luminothérapie parce qu'on travaille aussi en unité de vie protégée. Donc, j'ai sollicité tous mes collègues à faire de la luminothérapie chez les personnes qui ont eu des troubles de sommeil. Et on est en train de faire des trucs non médicamenteux. Mais effectivement, même pas pour les vieux médecins, mais pour tous les médecins, je pense que ce genre de colloque est très intéressant parce qu'il y a là... Et là, j'ai essayé de dire, lorsque, on a, à la fac, on nous a dit que les hypnotiques, c'est seulement au plus tard 3 mois, mais même 1 mois. Mais là, dans les maisons de retraite, c'est presque à vie. Moi, j'essaie de faire de sevrage, mais c'est ancré dans toutes les personnes et même la famille qui réclame que non, on veut de l'hypnotique. Et moi, je pense que ce genre de colloque devrait aussi, je ne sais pas si vous pouvez aller en EHPAD pour expliquer même aux patients, parce que c'est vraiment très intéressant
de leur inculquer, de leur éduquer dans cette optique-là. Non, c'est juste une remarque et un remerciement pour ce colloque. C'est la première fois qu'on assiste. Je peux répondre? Oui. En fait, je réponds parce que en fait, moi, j'étais médecin traitant en EHPAD avant de faire le DU sommeil. Et en fait, c'était cette problématique-là qu'on avait. Typiquement, l'infirmière qui nous dit Monsieur machin, il dort pas autour d'1 heure, il dort pas autour de 5 heures, il faut absolument lui donner un somnifère. Et on avait beau essayer de freiner des cas de fer, mais en fait, non, pour les collègues infirmières, aides-soignantes ou même médecins, c'est pas normal que le papy de la chambre 2, à 5 heures du matin, il soit réveillé. Il faut qu'il se lève à 7 heures parce que nous, on est l'équipe de nuit et que normalement, la nuit, les gens dorment. Sauf que j'avais beau leur expliquer que si papy, il est en fauteuil roulant, il n'a pas eu beaucoup d'activité physique dans la journée, il n'est pas sorti des couloirs de l'EHPAD, donc il n'a pas vu le soleil, il est resté à l'intérieur, il a somnolé toute la journée devant sa télé sur son fauteuil roulant, et à 18h, vous l'avez mis au lit, à 5h du matin, c'est normal qu'il se lève. Mais après voilà, c'est qu'il ne fait pas comme les autres pour le coup, et donc il y a effectivement une grosse éducation à faire auprès des collègues médicaux, paramédicaux, etc. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis formée. À la base, c'était pour avoir, avoir des connaissances plus solides, pour pouvoir répondre en staff. Finalement, j'ai quitté l'EHPAD, mais voilà. Donc c'est une grosse problématique, le sommeil en EHPAD, effectivement. Oui, je pense par rapport à l'âge, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose toujours quand on voit arriver un patient qui a 90, 92, 15 ans, enfin bon, et qui prend des benzodiazépines depuis déjà souvent 40 ou 50 ans, hein, c'est bon, voilà. On se dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui induis de l'inconfort ? Bon. Le problème, c'est que plus il va avancer en âge, plus les effets secondaires, notamment le risque de chute, le risque de musculaire, enfin, je trouve que ça vaut quand même vraiment le coup, même à cet âge, de tenter une diminution. Tenter une diminution et proposer d'autres choses, effectivement, de les installer dehors, sur la terrasse au soleil. Hein. Bon, quand il fait beau, enfin, il faut dire qu'en ce moment, la terrasse au soleil, c'est pas terrible. Mais je pense que c'est vraiment... ça vaut le coup quand même à 90 ans, de faire la démarche. Après, c'est vrai que il y a des résistances de la part des familles, hein, notamment, parce que souvent les patients... puis après, on peut remplacer un comprimé par un autre. Hein, voilà. Bon, moi, j'utilise plutôt que d'utiliser des benzodiazépines quand j'ai des problématiques d'anxiété par rapport à l'endormissement, je préfère utiliser de l'amiancérine à 10 mg, hein, ça suffit. Et souvent, on n'a pas les problèmes de dépendance avec l'amiancérine. Et puis, ça permet souvent de recaler un peu les choses. On a un effet plus doux, et je pense que ça, c'est un petit truc qu'on utilise depuis longtemps, les gériatres. Hein. Bon, voilà, mais effectivement, c'est une question qu'on se pose. Enfin, bon, mais je trouve que plus ils vieillissent, plus ils supportent mal les benzos. Donc, bon, on évite. Merci de votre remarque. Quand on a une personne à côté de soi qui fait de l'apnée du sommeil, est-ce qu'il faut le réveiller? Est-ce qu'il ne faut pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut lui demander de consulter. En fait, il se réveillera. On ne peut pas ne pas se réveiller d'une apnée. Donc, il se réveillera. Donc, soit ce sera ce qu'on appelle un micro-éveil, et là, il ne s'en rend pas compte. C'est vraiment juste un réveil très, très fugace, juste pour reprendre un peu sa respiration. Donc, c'est typiquement le patient qui ronfle, et après, plus rien, et après, et il reprend. Ou sinon, ça va entraîner un vrai réveil. Donc, c'est vrai que c'est angoissant pour
la conjointe ou le conjoint, puisque parfois ça peut durer longtemps, 1 minute 30, mais il se réveillera toujours de son apnée. Donc ça ne sert à rien de le réveiller. Mais par contre, il faut consulter. Oui, ça c'est un problème que Pierre de Bertrand n'a pas évoqué, hein, c'est le ronflement du conjoint. Alors moi j'ai une question. Est-ce que ronflement est systématiquement associé à apnée du sommeil ou non? Non. On peut avoir des ronflements simples. Donc en fait, c'est la zone dont je vous parlais tout à l'heure. Quand elle commence à se fermer, ça fait vibrer et ça donne les ronflements. Donc après, soit ça reste comme ça et puis ça ronfle et c'est tout. Soit ça continue à se fermer, ça crée ce qu'on appelle une hypopnée. Soit après, ça continue encore à se fermer et ça crée une apnée. Les ronflements qui sont associés à de l'apnée, c'est des ronflements finalement qui vont avoir un retentissement sur votre santé. Donc c'est pour ça qu'on va le chercher, c'est pour ça qu'on va traiter l'apnée. Le fait de traiter les apnées va faire que les ronflements vont disparaître pour le coup. Et puis après, on va avoir ce qu'on appelle des ronflements simples, où là, c'est juste des ronflements et puis il n'y a pas d'apnée après. Donc c'est des ronflements qui n'auront aucune incidence sur votre santé directe. Par contre, ça peut gêner après le voisin de chambre. Voilà. Bonjour. Voilà, c'est ça, la santé du conjoint, exactement. Bonjour, vous avez parlé de la température de la chambre qui devait être à 17-18 degrés. Oui. Et là, moi, j'ai entendu dire qu'il fallait porter des chaussettes pour la nuit et que c'était très bien d'utiliser une couverture lestée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors les chaussettes, ça dépend. Parce qu'en fait, si vous avez les extrémités très fraîches, les pieds, les mains, on sait qu'on perd on perd des degrés par les extrémités, donc le fait d'avoir les pieds et les mains congelés, donc en fait c'est une vasoconstriction, ce qui fait qu'en fait c'est un mécanisme pour au contraire garder votre température. Donc il y a certaines patientes qui ont besoin de cette phase-là de réchauffement avant de pouvoir perdre après leur degré en température centrale. La couverture listée, en fait il n'y a aucune étude dessus, donc pourquoi pas. Ça ne peut pas faire de mal. Tout le monde dort bien, donc ça va. Vous êtes endormis peut-être. C'est l'heure de la sieste, hein, non? Enfin, c'est un peu tard là maintenant. Hein. Ah oui. Oui, moi j'ai parfois entendu parler du traitement des troubles du sommeil par l'hypnose. Vous en pensez quoi? Vous avez des infos sur cette pratique? Oui, alors pour dormir, pour bien dormir, il faut 2 choses. Il y a une question de rythme, donc ça c'est ce qu'on fait en somnologie. Donc le rythme veille-sommeil, et puis après il y a tout le versant lâcher-prise, donc ça rejoint un peu ce qu'a dit ma collègue par rapport aux troubles anxieux, etc. L'idéal, c'est de travailler les 2 en parallèle, donc tout ce qui va être hypnothérapie, sophrologie, méditation, si vous êtes ouvert à ce genre de pratique, pourquoi pas. Par contre, c'est un petit peu le problème de ces médecines un peu alternatives, c'est que comme ce n'est pas des diplômes d'État, il faut savoir chez qui vous allez. Moi, j'ai mon mari qui est atteint de Parkinson. Il a de la mélatonine 2 mg tous les soirs. Et il vient de passer un stade où il a passé 3 nuits sans dormir du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors les Parkinsoniens, c'est comme tous les patients qui vont avoir, par exemple, la maladie de Parkinson ou des troubles cognitifs type pathologie neurodégénérative. C'est un peu comme les patients, vous savez, qui vont avoir des pathologies un peu inflammatoires chroniques, typiquement la sclérose en plaques, spondylarthrite ankylosante, voilà, ce genre de choses. On sait que c'est des pathologies qui, en fait, vont entraîner des troubles du sommeil qui vont être chroniques et en fait qui vont être très très difficiles à gérer. Donc à part gérer par les mesures dont on a parlé tout à l'heure, c'est des patients, donc typiquement en consultation, on va leur dire voilà, on va essayer d'améliorer les choses, ça va sûrement améliorer les choses, mais ce ne sera pas parfait parce qu'il y a cette pathologie-là qui vient en fond, quoi. Alors, en ce qui concerne la température, le lit à eau chauffé, c'est déconseillé alors? Pour le coup, oui. C'est comme les bains. Il y a certains patients qui aiment bien faire un bain le soir pour se détendre.
Et bien pourquoi pas pour la détente, mais après il faut se rincer un peu à l'eau tiède pour diminuer la température. J'ai une question pour Pierre. Est-ce qu'il y a des études sur le sommeil et le fait de dormir dans des lits jumeaux plutôt que dans un lit unique, dans des chambres séparées? Est-ce qu'il y a eu des études un jour là-dessus? À ma connaissance, il n'y a pas d'études. Je ne peux pas te répondre. J'ai pourtant essayé de voir, notamment pour les Parkinson, le problème. Pour l'instant, on n'a vraiment pas de solution miracle là-dessus. Ce qui est beaucoup mieux, c'est quand même le système anglo-saxon où chacun a son lit. Ça, indiscutablement, je dois dire que je ne fais pas la publicité pour les anglo-saxons, mais c'est quand même là nettement plus intéressant à tout point de vue. Et puis ça devient la mode en plus. Chacun son espace, chacun sa chambre. Et en fait, comme ça, chacun a son rythme et puis on ne se dérange pas à tirer la couverture. Enfin, voilà. Alors, donc ça devient la mode. Il y a de chose plus en plus de jeunes maintenant. Il y a des études qui ont été faites en revanche, et on ne sait pas pourquoi, les hommes se mettent à gauche dans le lit, les femmes à droite. Et ça, il paraît, oui, c'est des études qui ont été faites, et je sais que chaque fois que j'avais interrogé mon personnel, chaque fois il me disait oui, c'est vrai. Des études, ça fait partie de ces études qu'on dit des études qui servent à rien, mais peut-être que ça a une signification intéressante. Alors, un jour ou l'autre, il y a toujours une réponse parce qu'on n'avait pas réussi. Puisque Madame a parlé du Parkinson, il y a encore une vingtaine d'années, nous étions uniquement sur la partie neurodégénérative, je veux dire akinésie, c'est-à-dire des difficultés pour, par exemple, se lever, rigidité, la personne ne pouvait pas bouger s'il y avait, et tremblement. On sait très bien maintenant que cette maladie, 20 ans avant, commence par des troubles digestifs ou des troubles de l'odorat ou un certain nombre de troubles du sommeil, et très souvent, en consultation mémoire, dans le listing des interrogations que je fais, on trouve des troubles du sommeil qui n'était pas apparu très fort, mais qui finalement, quand on fait des scintigraphies, on en parlait tout à l'heure ensemble, montre que ce sont des Parkinson dans la phase anté-troubles moteurs, avant les troubles moteurs. Alors au dernier congrès de neurologie, c'était jusqu'à présent, alors il y a une vingtaine d'années, le professeur Braque avait démontré ça. Alors Braque, c'est un anatomopathologiste allemand qui avait fait beaucoup d'études sur la maladie d'Alzheimer, qui avait fait des classifications, puis ensuite il a étudié les troubles digestifs et les biopsies plutôt de l'appareil digestif, et ils se sont aperçus que c'était les mêmes troubles qu'il y avait dans ces coupes anatomopathologiques du Parkinson. Donc il y a eu toute une révolution. On s'est aperçu, quand on reprenait j'ai fait tout un pressbook là-dessus sur mes documents d'il y a 40 ans jusqu'à maintenant, que en fait tout ce qu'on disait c'est curieux, on trouve ceci, on trouve cela, et puis avec le temps on s'est aperçu que c'était tout à fait ça. Alors en revanche, au dernier congrès de neurologie de décembre, il y a eu une dispute tout à fait courtoise entre deux équipes. Les uns qui vous disaient, alors c'était en anglais body to brain, brain to body, c'est-à-dire que ou c'était le tube digestif qui commençait, puis le cerveau, ou c'était l'inverse. Ce qui fait qu'il faut être très prudent. Il faut chaque fois mettre à cette date-là, on pensait que. Et peut-être que dans un an, on va vous dire le contraire. Je me rappelle d'un congrès où, avec beaucoup d'humour, les patrons avaient fait de 1950 à maintenant la vérité à l'époque, 1950, 55, 60, 65, 70, et c'était à se tordre de rire. Et à la fin, avec beaucoup d'humour, le grand patron avait dit « Vous vous rendez compte toutes les bêtises que je suis en train de vous dire comme parole d'évangile ?» Bonjour, j'avais une question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'impact du sommeil sur la prise de poids? Si vous avez quelque chose, bien évidemment, à en dire. J'ai pas. Alors, qui dort dîne. C'est-à-dire que, bon, quand on ne dort pas, effectivement, on doit avoir tendance à manger. Bon, j'ai connu des grands insomniaques très maigres et j'ai connu des grands insomniaques très gros. Donc je n'ai
je n'ai pas d'études en tête à ce sujet. Je ne sais pas, Madame Maïda. On sait juste que un sommeil de mauvaise qualité, donc, soit mauvaise qualité, soit pas assez de sommeil, c'est un facteur de risque pour l'obésité, en lien avec les profils des hormones dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais pas que, puisque quand on dort mal, en fait, on est moins reposé le matin, donc on a tendance à moins bouger, à se rabattre sur le sucre, sur le gras, etc. Et en fait, tout ça, ça crée un peu un cercle vicieux qui a tendance à favoriser l'obésité. Et on s'en rend compte d'ailleurs quand on traite les patients pour l'apnée du sommeil, donc sur les études qui ont été faites par rapport par rapport au poids des patients qui sont traités par PPC. Alors, les études ont montré un petit rebond quand on met en place la machine. Il y a un petit rebond, on ne sait pas encore trop pourquoi, mais les patients ont tendance à prendre à peu près 5 kilos, et en fait, ils les repèrent de juste après, et après, ça finit par bien descendre au niveau poids, parce qu'en fait, ça permet de créer un cercle vertueux. Le patient dort mieux, il est plus en forme dans la journée, donc il bouge plus, il se dépense plus, et puis, voilà. Bonjour. Est-ce que la prise de cannabis genre CBD peut être une alternative aux molécules bizarres dont vous avez parlé? Je n'ai pas vu d'études pour l'instant sur le CBD. Oui, il y a des gens qui en consomment. Je ne sais pas s'il y a... moi, j'ai toujours peur quand même d'un peu d'installation d'une dépendance avec ces produits. Hein. C'est bon, voilà. Certains disent que non, mais bon, je suis un petit peu sceptique quand même. Hein. Bon, alors effectivement, ça peut apporter une relaxation, une détente, voilà. Bon, c'est. Je ne suis pas sûre que ça soit si bien que ça pour remplacer les zolpidem et bromazépam, quoi. C'est bon. Bonjour, j'ai une question pour Dr Maïda. Vous faites vos examens d'apnée du sommeil uniquement à Tours. Dans votre présentation, vous parlez souvent de Tours. Oui, je ne sais pas qui parle, je ne vois pas. Ah oui, pardon. Non, alors je parle de Tours parce que j'ai été formée à Tours, donc je suis en lien avec le docteur Limousin qui gère le centre sommeil à Tours. Tout ce qui va être pour apnée du sommeil et polysomnographie dans le cadre d'un syndrome des jambes sans repos ou autre, c'est des choses que je fais en ambulatoire, en local. Donc le patient vient en consultation, il repart avec une machine, il s'enregistre sur la nuit à la maison, et puis le lendemain, il m'apporte la machine pour analyse. Par contre, là où j'ai besoin de Tours, c'est pour tout ce qui va être parasomnie, donc les somnambules chez qui on a besoin d'un enregistrement, parce qu'on ne va pas enregistrer tous les somnambules, il y a des critères. Donc ces patients-là, c'est intéressant parce qu'en fait, en centre du sommeil, c'est la même chose que ce qu'on fait en ville. C'est de la polysomnographie aussi, donc avec des électrodes sur la tête, sauf que vous allez avoir deux différences. La première, c'est qu'en centre, ils sont filmés. Donc pour les somnambules, s'il y a mise en danger, c'est drapeau rouge, quoi. Donc c'est pas la même chose quand le patient est somnambule, il reste assis dans son lit, il marmonne 2-3 trucs et puis il se rendort. Et le somnambule qui va vouloir sortir de la maison, voilà. Donc c'est pas la même chose. Là pour ces patients-là, le plateau technique est quand même intéressant. Et puis l'autre différence, c'est qu'en centre sommeil, en fait, vous avez le technicien qui veille. Donc quand il y a un capteur qui s'en va, il le remet tout de suite. Moi, si j'ai un capteur qui part dans la nuit, en fait c'est foutu pour l'enregistrement. Donc on saucissonne bien les patients, mais sinon non, ça se fait en local la plupart du temps, sauf pour tout ce qui va être hypersomnie, donc narcolepsie, etc., puisque c'est des examens qui se font sur la journée où on a besoin du technicien qui est là à surveiller le patient. Pour tout ce qui va être somnambule, parce qu'on a besoin d'enregistrer. Et puis, il m'en manque un que j'ai mangé, qu'on va envoyer en centre.
Oui, voilà, c'est ça. Merci. Le TCSP, donc le trouble comportemental en sommeil paradoxal dont je parlais tout à l'heure, donc typiquement les cauchemars récurrents, parce que là aussi, il nous faut un enregistrement. Et puis après, c'est des techniques un petit peu particulières pour les traitements où on a besoin du coup j'ai besoin de l'expertise de ma collègue qui est neurologue en plus d'être médecin sommeil. Voilà. Juste pour rebondir sur la dame qui parlait de son mari parkinsonien, donc les TCSP, les troubles comportementaux en sommeil paradoxal, on se rend compte qu'en fait, c'est souvent des patients qui vont évoluer en Parkinson. Comment, pourquoi, on ne sait pas encore, mais voilà, on est en train de regarder de très très près et on s'est dit que peut-être ça permettrait de ralentir l'évolution de la maladie si on arrive à savoir pourquoi, enfin si on arrive à en savoir un peu plus. Donc c'est plutôt encourageant pour l'avenir. Pour l'instant, on les répertorie, et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on en fera dans les années qui arrivent? J'espère du bien. Vous nous avez apporté du matériel là. Oui, alors je ne savais pas, parce que d'habitude quand je fais des conférences, j'apporte, donc là du coup, les gens sont peut-être un peu loin, c'est juste mon petit bonhomme, donc pour, je ne sais pas si, il y a certains patients qui m'ont dit qu'ils allaient être là, mais du coup je ne sais pas, je les vois pas. Donc mon petit bonhomme qui est avec moi en salle de consulte, et qui a du coup le masque, et puis il y a la deuxième partie qui est là. Donc ça, c'est la machine pour l'apnée. Donc je ne sais pas si madame, c'est celle-là que vous avez ou une autre. Enfin, il y en a plusieurs, il y a plusieurs marques, mais en gros, elles marchent toutes pareilles. Bon, ça ne se met pas, c'est trop court. Donc ça se met sur la boîte, enfin sur la table de chevet, pardon. Ça se branche sur le secteur et en fait, c'est ça qui va vous envoyer de l'air sous pression au niveau de vos voies aériennes. Donc ça n'envoie pas d'oxygène, il n'y a pas de bouteille d'oxygène puisque les poumons fonctionnent bien dans l'apnée. Mais c'est juste l'air de la pièce que ça va envoyer sous pression et c'est relié par un tuyau donc au masque que vous allez avoir donc soit sur le nez et la bouche ou juste au niveau des narines, donc en fonction de l'interface que vous aurez choisie. Mais en fait, voilà, vous allez ressembler un petit peu à mon bonhomme. Donc j'avais ça et puis j'avais un truc de démo, c'est pour l'orthèse, en sachant que, merci mon assistant, c'est cool. En sachant que c'est fait par les dentistes, donc c'est beaucoup plus robuste que celui-là, puisque ça, c'est un truc un peu de démo. Mais voilà. En fait, c'est comme je vous disais tout à l'heure, donc 2 gouttières qui vont être moulées sur vos mâchoires, enfin sur vos arcades dentaires, et puis par le système de biellette qu'on voit, alors je ne sais pas, vous êtes peut-être un peu loin, mais par le système de biellette qui est là, ça va permettre de vous faire dormir comme ça. Donc avec le menton un petit peu en avant. Et le but, c'est de libérer un peu le passage de l'air derrière. D'accord. Ouais, c'est ça, on va pas voir. Il y a la deuxième partie qui est là en plus. Voilà. Hop. Donc du coup, c'est peut-être un peu petit, mais s'il y a quelqu'un qui veut voir après de plus près, il peut se rapprocher ou tout à l'heure. Enfin, voilà. Mais, s'il vous plaît. Comment ? Non. Oui, alors quand on a du bruxisme, c'est pas très pratique parce qu'en fait, comme vous allez avoir une tension au niveau des mâchoires, ça risque d'abîmer. Alors en plus, on l'a mis à l'envers. Ça risque d'abîmer vos dents, vos arcades dentaires, puisque comme vous allez être comme ça, si vous exercez une pression, ça va exercer des forces trop importantes, comme vous allez être dans une position qui n'est pas naturelle. Donc le bruxisme, ça fera partie des contre-indications. Alors ce sera à voir avec le dentiste, de toute façon, celui qui vous fabriquera l'orthèse. C'est quelqu'un qui vous aura vu, normalement la première consultation, elle est censée servir à ça, voir s'il n'y a pas de contre-indication à la mise en place de l'orthèse. Si c'est des contre-indications définitives, il vous le dira pour le coup. Sinon, c'est souvent des contre-indications temporaires, typiquement un soin à faire avant de mettre en place l'orthèse. Bonjour. Moi, je voulais poser la question sur le bruit, parce qu'on parle de bruit entre conjoints, par exemple, le ronflement et autres. Et dans les établissements hospitaliers ou dans les EHPAD, qu'est-ce qui est fait pour ce bruit ambiant? La personne change d'environnement et le sommeil peut, me semble-t-il, être troublé par les bruits, je ne sais pas, chariot dans le couloir, entrer dans la chambre, etc. Est-ce qu'il y a des mesures de prise pour calmer ces bruits? Et est-ce que ça a un intérêt? Intérêt, oui, ça c'est sûr.
Alors, bon, en principe, il y a quand même... Bon, moi, je travaille plus en EHPAD depuis longtemps. Hein, Pierre non plus. Enfin, dans le service hospitalier, donc on ne fait plus de ménage la nuit. Hein, ça avait été inventé dans des EHPAD, ça, de faire le ménage la nuit, ce qui est quand même pas très judicieux. Enfin, le ménage des couloirs, hein, c'est pas très... Bon, c'était pas terrible, ça fait du bruit. Bon, globalement, les patients dans le service hospitalier, qui est un service de soins de suite, ils se plaignent parfois du bruit parce que parfois on a des patients qui justement se promènent la nuit en début d'hospitalisation, certains qui peuvent éventuellement crier. Donc parfois c'est ça qui va gêner. Je sais que les portes du service, je trouve que les portes sont des portes bien épaisses maintenant, hein, dans le nouveau service, et que, bon, Bon. Mais effectivement, c'est un problème, le bruit, c'est comme dans un hôtel. Hein, bon, voilà, alors, pour répondre un peu à votre question, pour les EHPAD, moi personnellement, pour éviter tout problème de bruit, ce que je faisais, c'était quand même de voir très régulièrement le soir, vers 21h, 22h, mes équipes de nuit, parce que on pouvait expliquer beaucoup de choses. Et là se situe un problème, c'est que beaucoup de médecins d'EHPAD, notamment, ne voient pas leur équipe de nuit. Et ça, c'est vraiment... moi, je sais j'avais pris cette habitude dès que j'avais fait les Fontaines d'Émeraude, c'est-à-dire il y a 1997, et je passais régulièrement, au moins une fois par mois, voir les différentes équipes de nuit, de façon à pouvoir qu'on explique beaucoup de choses et qu'elles nous expliquent aussi beaucoup de choses. Parce que finalement, on avait les informations des équipes de jour, c'est-à-dire, on va dire... 6 heures du matin, 21h, point, c'est tout. Et le problème de la nuit, c'est vraiment fondamental. Je parle au moins en EHPAD. Pour les hôpitaux, ben là, il y a beaucoup de services aigus. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'urgences aussi à l'intérieur des services, dans la nuit normale, si je puis dire. Et là, effectivement, ce que tu as dit pour le nettoyage, on ne pouvait pas faire souvent autrement pour que ça... Parce que là, se pose le problème du nettoyage et de la correction des bâtiments. Oui, je voulais poser une petite question, s'il vous plaît. On parle toujours de dépendance. On parle de dépendance quand on prend pendant un laps de temps un antidépresseur, un somnifère. Quand une personne prend depuis 5 ans et demi le même antidépresseur, est-ce qu'il y a un risque de dépendance? Vous dites combien de temps? 5 ans? 5 ans et demi. Qu'elle prend le même antidépresseur. Ça, c'est très variable. Hein. Le problème des antidépresseurs, notamment chez les personnes âgées, c'est la question de la posologie, c'est de la question de savoir pourquoi il a été prescrit. Est-ce que c'était à l'occasion d'une première dépression? Je vais vous arrêter, excusez-moi, je vais vous arrêter tout de suite, c'est moi-même. D'accord. J'ai une maladie neurodégénérative et quand elle a été décelée, on m'a donné un traitement et dans ce traitement, j'ai cet antidépresseur. Pour les états anxieux, souvent, un antidépresseur à petite posologie est souvent utile et parfois pendant longtemps. Le problème de la dépression, une personne âgée qui a fait une dépression, en principe, on dit 1 an de traitement. 6 mois, 1 an. Bon. J'ai rien à cacher, j'ai la maladie de Parkinson. Et donc, dans ce traitement ce traitement de Parkinson, j'ai cet antidépresseur. D'une manière générale, effectivement, on ne va pas faire une consultation particulière, mais oui. Bon, c'est quand même intéressant. Bon, cette question de la durée des traitements, je pense que dans le cadre d'une maladie de Parkinson, il y a un état dépressif, au moins anxieux, dépressif, qui est relativement chroniquement associé et fait partie de la symptomatologie du Parkinson. Hein, je pense que c'est bon. Et qu'effectivement, un traitement antidépresseur léger, bien conduit, peut permettre de maintenir l'humeur dans le cadre de cette maladie neurodégénérative. C'est pas
Bon, voilà. Je dirais que dans le cadre du Parkinson, on prend du Modopar, enfin de la Levodopa ou du Cinémètre ou des produits de ce type qui sont des produits spécifiques pour la maladie de Parkinson. Mais effectivement, le traitement antidépresseur peut apporter un plus pour le bien-être du patient. Hein. Donc, c'est pas. Alors, les antidépresseurs, normalement, ne sont pas censés entraîner une toxicomanie. Hein. Alors, parfois, effectivement, quand on les arrête, il y a une période moins bien. Qui peut être liée à l'arrêt du traitement, mais qui peut être liée aussi au fait que la situation, je dirais, perdure et que l'état anxieux, il est permanent. Hein, donc, je parlais des psychothérapies. C'est vrai que ça peut aider dans bien des situations. Parfois, c'est pas possible. Hein, donc, c'est vrai que surtout ne jamais arrêter un traitement antidépresseur comme ça, tout seul, du jour au lendemain. Hein, parce que, effectivement, si c'est un spécialiste en particulier qui le prescrit. Hein, de même, ne pas arrêter des benzodiazépines comme ça tout seul du jour au lendemain. Hein, parce qu'on peut tout à fait avoir un syndrome de sevrage, c'est-à-dire des sueurs, des tremblements, voire des hallucinations, lorsqu'on arrête un traitement par benzodiazépine brutalement tout seul. C'est comme si on arrêtait l'alcool, quoi. Donc, oui, il faut les arrêter, mais progressivement. Le micro s'est endormi. Oui, je voulais vous poser une question. J'espère qu'elle n'est pas hors contexte. Voilà, c'est quelque chose de spécifique. On n'en parle pas beaucoup. C'est la paralysie du sommeil. En fait, les personnes n'osent pas en parler entre eux parce que quand ça arrive, c'est quelque chose qui est un peu bizarre. Et ça peut arriver plusieurs fois. Après, quand le cerveau il s'en rend compte et il est conscient déjà des premières fois, en ce qui me concerne, j'ai réussi à retomber dans le sommeil beaucoup plus facilement, mais j'aimerais savoir dans quel cadre on peut définir ce mot, la paralysie du sommeil en fait. Oui, alors la paralysie du sommeil, en fait, c'est une sorte de bug, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a des cycles de sommeil, avec à chaque fois du sommeil léger, du sommeil profond et du sommeil paradoxal. Et en fait, la paralysie du sommeil, ça intervient en sommeil paradoxal, donc le sommeil des rêves. Notre tonus musculaire, quand on dort, il diminue, et en sommeil paradoxal, il est proche de 0. Parce que sinon, si on rêve qu'on est en train de courir, on va se mettre à courir et ce n'est pas le but. Donc du coup, notre tonus musculaire est vraiment à 0. Et on a des mouvements d'yeux assez rapides. Et le problème qui se passe en paralysie du sommeil, c'est que notre cerveau se réveille, mais notre corps est toujours paralysé pour le coup, vu que notre tonus est proche de 0. C'est très angoissant, c'est pas grave du tout, mais c'est très angoissant. Et la seule chose, c'est qu'il faut au contraire se détendre, alors qu'on a tendance à vouloir absolument se réveiller. Mais il faut juste comprendre qu'on dort et que c'est juste un bug et qu'il faut essayer de se rendormir pour se réveiller un petit peu plus loin dans le cycle. Et en fait, c'est normal qu'on fasse des hallucinations assez angoissantes ? Alors, les paralysies du sommeil, c'est des choses qui arrivent. Quand il y en a beaucoup, on se pose la question de savoir pourquoi il y a autant de bugs. Et donc, c'est là qu'on va essayer de chercher d'autres pathologies, typiquement l'apnée qui entraîne beaucoup de parasomnie. Donc, l'apnée, c'est un facteur favorisant du somnambulisme, des paralysies du sommeil, des terreurs nocturnes, etc. Donc tout ça, en fait, c'est des bugs, mais quand ils sont trop fréquents, il faut essayer de comprendre pourquoi. Merci. Donc c'est pareil, il y a aussi tout ce qui va être hallucination, donc soit hypnagogique, soit
hypnopompique, je vais y arriver. C'est typiquement quand on commence à s'endormir et qu'on a l'impression de tomber dans un trou et on sursaute un peu comme ça. Donc ça, c'est physiologique aussi. Et ça arrive à tout le monde. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait 26 000 parce que sinon, il faut chercher ailleurs. Voilà. S'il vous plaît. Je voudrais apporter un peu une note humoristique au débat sur l'apnée du sommeil. Ça fait plusieurs années que je fais l'apnée du sommeil et les points positifs pour moi, c'est que maintenant, j'ai une chambre pour moi tout seul, j'ai un grand lit pour moi tout seul et j'ai la couverture pour moi tout seul. Merci. Mais si vous êtes traité normalement avec l'appareil, vous ronflez plus. Vous pouvez retourner avec madame. Ah, il y a madame qui dit. Ouais, elle n'a pas l'air d'accord. Mais il paraît que la machine, ça fait un peu de bruit et que ça dérange les conjoints. Alors, normalement, une machine qui est bien réglée, ça doit faire... Alors là, il y a le micro, ça va être encore plus intense, mais normalement, ça doit faire vraiment un souffle très léger et très constant. Donc, par rapport à des ronflements, c'est beaucoup plus confortable pour le conjoint. Par contre, une machine qui n'est pas bien réglée, qui a des fuites, etc., comme c'est une machine qui est réglée en pression, si vous avez trop de fuites, elle va souffler et donc effectivement... Voilà. Oui, moi je voulais revenir sur la machine justement. Dans mon environnement, on m'a dit « Oh ma pauvre, d'avoir ça, de dormir avec ça toutes les nuits, c'est contraignant ». Et ce sont des personnes qui font probablement des apnées et qui ont peur d'aller consulter pour se retrouver avec ce type d'appareil. Si toutefois, la question était, si toutefois elles consultent, elles sont diagnostiquées, devoir porter, est-ce qu'elles ont l'obligation, en sortant de chez le médecin, de prendre cette machine ou de dire non, je ne veux pas? Ah non, bah après, ça reste un traitement comme un autre, donc c'est le patient qui choisit. Moi, je fais des propositions, je conseille, et puis c'est au patient, par contre, de... D'accord. C'est la même chose, même pour donc les chauffeurs poids lourds, ou chauffeurs de bus, chauffeurs de train, enfin chauffeurs de ce que vous voulez, taxi, ambulance. C'est des patients qui sont soumis à décret et qui doivent normalement alerter le médecin du travail, comme quoi ils font de l'apnée. Ils doivent normalement accepter le traitement. On doit les mettre en arrêt de travail, le temps de les traiter, et ils doivent après aller en centre sommeil pour faire ce qu'on appelle des tests de maintien pour être sûrs de leur bonne vigilance en journée. Et puis c'est des tests en fait qu'ils font après normalement tous les ans. Si le patient, en sortant de chez moi, il me dit non, enfin ok, moi je fais de l'apnée, mais je ne veux pas me traiter et je ne veux pas entendre parler du médecin de travail, ni d'arrêt de travail, ni rien du tout, je n'ai pas le droit d'aller, moi, appeler son médecin du travail et lui dire attention, monsieur untel, non, j'ai pas le droit, c'est lui, quoi. Oui, tout à fait. Donc c'est mais par contre, il faut dire à vos amis, si jamais ils font de l'apnée, c'est qu'effectivement, ce qui est souvent préconisé, c'est la machine, mais on a l'orthèse et puis il y a surtout travailler sur les facteurs de risque. Donc c'est souvent qu'on retrouve un peu de surpoids. Des fois il ne faut pas perdre 20-30 kilos. Hein. Des fois, 5 kilos, ça suffit grandement à se sevrer de l'appareil. Hein. J'y travaille. Voilà. Alors oui, pour continuer ce que vous dites, madame, il y a le problème effectivement du permis de conduire. Nous sommes obligés d'informer le patient, le mettre dans notre dossier ou dans les correspondances à nos confrères, en disant « j'ai signalé au patient qu'il présentait un facteur de risque ». Et à partir de ce moment-là, si jamais il y a un accident et qu'il y a un expert qui est nommé et automatiquement il demandera tous les dossiers, la responsabilité médico-légale du médecin n'est plus engagée à partir du moment où c'est noté dans le dossier ou dans la lettre de correspondance. En revanche, le patient ou l'entourage qui a peut-être été présent au cours de la consultation aura la responsabilité médico-légale, plutôt légale, pleine et entière. Donc ça, il faut faire très attention, surtout depuis la loi de avril 22, je crois, c'est ça, où on est obligé de le faire. Alors je voudrais faire une petite parenthèse qui n'a rien à voir. Si vous consultez n'importe quel spécialiste, je vous en prie, arrivez avec votre
ordonnance de votre médecin traitant. 50% des gens me disent on l'a oublié. On ne leur demande pas un truc fiscal, on leur demande simplement, parce que tout simplement, bien souvent, ils ont oublié qu'il y avait du diabète, du ceci, du cela. Donc ça permet de se dire, tiens, il y a un problème thyroïdien, il y a un problème d'hyperparathyroïdie. Donc s'il vous plaît, quand vous consultez n'importe quel spécialiste, venez avec votre ordonnance de votre médecin traitant, même si elle est ancienne. Moi, j'ai une question. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais que je connais très mal, moi. Hein, c'est le problème des épilepsies nocturnes, crise comiciale partielle ou complète, qui ne surviennent que la nuit. J'ai eu des patients, moi, qui étaient traités, mais ils ont été pendant très longtemps non diagnostiqués. Ils avaient des troubles au cours de la nuit, des troubles du comportement, ou au réveil, et on ne savait pas très bien pourquoi. Et je ne sais pas si vous avez l'expérience de l'un et l'autre, ce type de patient. C'est assez embêtant. Enfin, je pense à la question des personnes handicapées qui peuvent avoir ce type de troubles. C'est très particulier, effectivement, très compliqué de les attraper, ces patients-là, parce que souvent, ça passe un peu inaperçu. Donc, par contre, quand on arrive à les avoir en consultation, ce qu'on fait, c'est un enregistrement en centre pour qu'ils soient filmés et puis pour qu'on puisse voir que là, effectivement, il y a des choses. Là, pour le coup, moi, je ne fais pas en ambulatoire parce que quand je fais la polysomnographie, je mets les électrodes que d'un côté. Puisque en fait ce qu'on recherche c'est voir un petit peu l'architecture du sommeil de manière globale et retrouver les micro-éveils. Quand on a des crises nocturnes, en fait ça peut aller d'un côté et de l'autre. Donc si on n'a pas branché le bon côté, on peut passer tout de suite à côté. Donc du coup, c'est plutôt en centre où là, ils sont branchés effectivement sur les deux hémisphères. Et puis, il y a l'enregistrement qui est là, mais c'est un peu comme à chaque fois quand il y a des crises d'épilepsie. C'est toujours bien quand on en a sur l'enregistrement. Quand on n'en a pas, alors il y a quand même certaines crises qui vont donner des petits signaux où là, on va se dire, oui, ça plus la clinique fait que, effectivement, on y croit. Mais c'est un peu comme aller à la pêche, quoi. Il faut pêcher la crise. Bonjour, je suis infirmière de santé au travail et donc j'ai deux questions. C'est savoir quel est le meilleur rythme à avoir quand on travaille en 2-8 ou en 3-8. Voilà. Et j'ai aussi des chauffeurs poids lourds. Et on s'est aperçu, suite à plusieurs accidents de la route, qui faisaient de l'apnée du sommeil. Bon, ils ont fait plusieurs examens, il n'y avait rien au niveau cardiaque ni au niveau cérébral. Et donc là, ils sont en examen pour faire justement les tests de l'apnée du sommeil. Et c'est souvent des jeunes. J'en ai deux là, juste en 15 jours d'intervalle. Donc on les a mis en attente. C'est des personnes qui sont donc chauffeurs poids lourds, on ne peut pas les remettre sur le terrain. Donc il faut les reclasser en attendant d'avoir tous les examens. Je trouve ça quand même assez long, cette période cette période-là. Et c'est très angoissant parce que j'en ai un qui a 40 et l'autre 44 ans, quoi. Vous travaillez à la PST ou pas ? Non. Ah, parce que du coup, j'ai rencontré les collègues de la PST, maintenant il y a 2 ans, quand je me suis installée. Et en fait, je leur avais dit que quand il y avait un chauffeur poids lourd qu'il fallait le tester, il fallait bien dire au patient que quand il m'appelle pour prendre un rendez-vous, qu'il était envoyé par la médecine du travail et qu'il était chauffeur poids lourd. Comme ça, il n'attend pas 10 ans avant de faire son enregistrement. Une fois qu'on a fait l'enregistrement, une fois qu'on a diagnostiqué l'apnée, après, normalement, il faut le mettre en arrêt pendant 1 mois. Et puis, c'est pareil, en fait, comme je bosse avec Tours, le deal, entre guillemets, c'est que je préfiltre les patients. Donc, tous les patients qui appellent à Tours pour avoir un rendez-vous, quand ils sont sur mon secteur, ils viennent d'abord chez moi. Et puis après, s'il y a besoin, je les envoie. Et en contrepartie, j'ai des créneaux... je suis un peu VIP, donc du coup, pour ces patients-là, en disant qu'ils sont venus par mois, moi en amont, j'aurais appelé ma collègue et généralement, ça se fait assez bien.
Après, il y a un autre centre sommeil, du coup, pas très loin, c'est le centre de Orléans, donc à Saran, mais là, je ne les connais pas, les collègues, donc voilà. Ils sont obligés de passer par le médecin traitant ou je peux vous les envoyer Ce qu'a dit mon collègue, du coup, c'est toujours bien d'avoir. Enfin, après, même vous pouvez faire un petit gris-gris, quoi. C'est juste les antécédents. Alors, autant il y a certains patients qui savent très bien dire voilà, j'ai tel antécédent, autant il y a certains patients qui me disent non, moi j'ai rien. Et puis après, quand je leur dis bah, est-ce que vous prenez des médicaments? Oui, pour la tension, mais elle est bien équilibrée, maintenant c'est bon. Donc, du coup, voilà. Donc ça facilite pas mal les choses de savoir et pourquoi vous l'envoyez et enfin le chemin jusqu'à moi, quoi. Alors là, vous avez parlé du problème des médecins traitants. Nous, en consultation mémoire, comme beaucoup de personnes âgées ont également perdu leur médecin traitant étant donné qu'il a pris sa retraite, qui n'arrivent pas à en retrouver, on a décidé que tous les paramédicaux pouvaient nous faire une lettre. C'est-à-dire les infirmières, les aides-soignantes, les dentistes, les pharmaciens. On considère parce que sinon, c'est une double peine. Ils n'ont plus de médecin traitant, ils ne peuvent pas accéder aux consultations spécialisées. Alors dernièrement, j'ai vu ma chef de service, je lui ai dit, écoute, là, il faut qu'on revoie le truc. Donc, on a revu la question. Donc, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on est quand même des êtres humains et on comprend le problème aussi de tout l'entourage parce que ça retombe sur l'entourage et c'est quand même eux. Il ne faut pas oublier que 92% de la prise en charge d'une personne âgée est fait par l'entourage immédiat, c'est-à-dire familial ou voisinage. Donc, il faut quand même penser à l'épuisement de ces gens-là. Et en gériatrie, on a ce qu'on appelle l'échelle de Zarit, hein, c'est-à-dire de l'épuisement de les dents principales. On sait très bien que souvent, les dents principales, malheureusement, ils décèdent avant l'aider. Je reviens un tout petit peu sur les antidépresseurs de tout à l'heure. En fait, les antidépresseurs n'entraînent pas généralement de dépendance, mais le risque, c'est l'arrêt brutal qui peut engendrer ce qu'on appelle un syndrome de sevrage. Ça veut dire, si c'est antidépresseur, donc ils peuvent provoquer des irritabilités, de vertiges et tout ça. Et concernant le syndrome de Parkinsonien, dans notre cerveau, il y a des petits neurones, ce qu'on appelle neurotransmetteurs, des petits comme neurotransmetteurs dopamine, sérotonine, noradrénaline. Et dans la maladie de Parkinson, tous ces neurotransmetteurs sont affectés. Donc, qui jouent vraiment sur les humeurs. Donc, les antidépresseurs sont obligatoirement le traitement des antiparkinsoniens. Donc, pour moi, il ne faut pas être anxieux d'avoir des antidépresseurs parce que ça fait partie de traitement et ça n'engendre pas de dépendance. Tout à fait d'accord. Tout à l'heure, pour en revenir au dossier, vous demandiez que le médecin traitant ou enfin quelqu'un, un soignant, vous fasse un compte-rendu. Mais vous n'avez pas accès à mon espace santé ? Pas forcément. Et le problème, c'est le problème du secret médical quand même. Je rappelle que c'est toute l'ambiguïté informatique et humaine. Et là, on entre dans des... Parce que si on met vraiment tout sur ordinateur à l'accès de n'importe qui, on ne sait jamais ce qui peut... Oui, non, mais... Oui. Mais, quand même, il faut quand même être prudent. Je pense que là, maintenant, il faut être prudent parce que, vu les performances, en particulier pour le Parkinson, des scintigraphies, vu tout ce que les progrès qui ont été réalisés depuis une quarantaine d'années, je suis assez prudent parce qu'en plus, après, il y a l'hérédité, parce que là-dessus se pose le problème de l'hérédité. Donc, systématiquement, les gens nous le demandent. Si c'est accompagné, est-ce que j'ai des risques ? Et là, on est obligé de répondre, surtout que les gens ont aussi Internet. Donc, on sait très bien qu'ils ont vu Internet avant de venir nous voir. Donc soyons très prudents sur le plan juridique de ce qui peut se passer. C'est vraiment, on est à la limite actuellement de quelque chose qui
qui est vraiment... parce que ça peut être la juridiction française, puis après ça peut être la juridiction européenne, qui peut être différente. Et là, comment va-t-on faire? En ce qui concerne l'espace santé, donc si vous voulez parler de la carte CPS des professionnels de santé. Hein. Non, non, c'est pas ça mon espace santé. Hein. C'est le dossier. Ah oui, il y a oui, mais on y a accès personnellement, nous, sur notre compte personnel à nous, et on y met ce qu'on veut. En revanche, cet espace santé, il peut être accessible par les professionnels de santé. Oui. Si on leur donne l'autorisation. Mais pour ça, il faut avoir les codes et les cartes. Et à l'hôpital, on a accès au dossier informatisé du patient, mais on n'a pas les boîtiers pour les cartes de consultation. Enfin, juste une information sur mon espace santé, parce que pour l'association Victorine, on est ambassadeur de mon espace santé. Donc, si vous voulez, c'est un système de santé très sécurisé, comme le centre des impôts, comme la direction des impôts et vos feuilles d'impôts. Hein. Donc, on a sécurisation des données maximum. La différence entre les informations que vous avez avec la carte CPS, qui est la carte professionnelle des médecins et des infirmiers, c'est que ce dossier est maintenant partagé et vu par les usagers, par le patient. Mais la sécurisation est la même. Les données qui sont importées dedans sont importées comme dans la carte CPS, comme grâce à la carte CPS, par la CPAM. Ce n'est pas des informations inventées, etc. Elles sont sécurisées. Ce qui est très pertinent, c'est que pour une fois, c'est que maintenant, les usagers ont accès à ces informations. Et les hôpitaux sont les premiers approvisionneurs d'informations dans mon espace santé. C'est vrai que c'est difficile de vous entendre, difficile de comprendre que vous n'y avez pas accès, alors que vous, votre établissement est le plus grand fournisseur d'informations pour les patients. Hein. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a un petit peu de retard sur les usages, mais on est vraiment sur un site très sécurisé en France, comme les impôts, et on a tous accès, si on le souhaite, à ces informations-là. Il suffit d'ouvrir mon espace santé, il y a une procédure sur Internet très simple. Voilà. Oui, mais par exemple, je n'ai pas de boîtier dans mon bureau en consultation. Donc, effectivement, les informations passent par le système informatique de la caisse primaire ou de l'hôpital, je pense. Mais moi, personnellement, je n'ai pas le boîtier. Voilà. C'est pas un boîtier. C'est plus un boîtier. C'est votre logiciel qui a un raccourci pour accéder à mon espace santé. Donc, c'est le logiciel à votre disposition dans l'hôpital qui n'est pas encore adapté. Mais c'est accessible. Oui, mais madame, même quand tout sera adapté sur le plan informatique, il y a un problème tout simplement qu'on ne sait pas exactement si, par exemple, on reçoit un couple, s'ils sont pas, il y en a un qui n'est pas en instance de vouloir divorcer. Et là, il faut se méfier de ce qui peut se passer. Je suis très, très prudent Oui. pour... Vous avez raison sur cette prudence, mais les comptes Mon Espace Santé sont individuels. On n'est plus sur les ayants droit qui avec un compte référent. On est sur un individu, un compte. Un enfant, un compte. Voilà. Ils sont très séparés avec des identifiants et des mots de passe différents. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison, madame. Mais imaginez que, prenons par exemple un couple. La dame pense que le monsieur ne va pas divorcer. Lui, il a envie de divorcer parce qu'il a peut-être regardé justement la voisine. Et elle lui autorise à regarder son compte parce que c'est le conjoint. Et après, elle peut se retourner contre nous en disant, vous vous rendez compte ce que vous avez fait. Alors, c'est encore pire avec les papiers. Oui, vous voyez, l'informatique là ne dévie pas, ne change pas les modes de vie humaine. C'est pas l'informatique que j'accuse, c'est le problème actuellement que depuis l'année 2002, le précaution maximum a été mis dans la Constitution. Hein. Donc là, il faut faire très attention à ce que nous faisons et qu'est-ce qui peut se passer dans une consultation. Et ça, je peux vous dire que je suis extrêmement prudent, étant donné que
ce qui fait que souvent, par exemple, dans mes consultations mémoire, je mets possibilité de tel et tel diagnostic et autres. C'est-à-dire que je peux passer à côté du diagnostic et je l'ai déjà prévu ma propre erreur. Parce que juridiquement, vous savez, on est en train de tout bloquer. Quand vous êtes avec des juristes très pointus, ils nous ont à chaque fois. Ça, médicalement, c'est le problème irrésoluble actuellement. Bon, écoutez, je pense qu'on va arriver au terme de notre après-midi. Est-ce que vous avez une dernière question? Non? Non? Personne? Ah si, il y a une dame qui a une dernière question. C'est une question qui va peut-être fâcher, je ne sais pas. La question aujourd'hui, c'est comment on fait pour avoir un rendez-vous avec vous dans un délai raisonnable. Avec qui? Chacun d'entre vous, j'ai regardé sur Doctolib, entre autres, il n'y a pas de rendez-vous. J'ai essayé d'avoir un rendez-vous pour une mammographie, contrôle, comme tout le monde. Écoutez, on ne sait pas, tout est bloqué, impossible d'y arriver. Le téléphone de tous les cabinets médicaux, c'est on n'a pas de place, rappelez. Et c'est compliqué. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut vous joindre et avoir un rendez-vous, par exemple, pour la mémoire, relativement rapidement, ou est-ce qu'il faut s'y prendre vraiment à l'avance, dès les tout premiers symptômes, pour avoir un rendez-vous? Alors écoutez, le problème, premièrement, il y a aussi un problème d'âge. C'est-à-dire que nous, on est moi personnellement, je suis ce qu'on appelle un contrat emploi-retraite. Jusqu'à présent, on devait l'arrêter à 72 ans. Maintenant, c'est porté à 79 ans. Pour les permis de conduire, jadis, c'était 73, puis pour passer à 75. Et maintenant, on nous a annoncé que ça serait in aeternum. Donc, le problème, c'est le problème aussi, c'est qu'on a 20% des gens qui ne viennent pas en consultation. Moi, une première consultation, c'est entre 1h30 et 2h. Quand les gens ne viennent pas, qui ne nous ont pas prévenus, bon, il peut y avoir, j'accepte une seule chose, celui qui a peur de la consultation au dernier moment et qui ne vient pas. Je me rappelle d'un monsieur que j'avais vu une première fois, il n'a pas voulu remonter dans l'ambulance la deuxième fois, il a eu tellement peur qu'il s'est dit, oh là là, le docteur de Bertrand, ça va être une catastrophe. Donc, je vous en prie, si tout d'un coup vous voyez que la personne ne veut pas venir, même 24 heures avant, vous nous téléphonez, on peut utiliser cette consultation. Parce que 20% de consultation, moi sur 2 jours de consultation, puisque je suis à la retraite, parce qu'il faut oublier qu'on ne peut pas travailler plus d'un certain nombre de jours par rapport à notre activité. Donc on est coincé. Donc je vous en prie, si vous sentez que la personne ne va pas venir, vous nous le signalez, comme ça on a des trous et on peut faire rapidement de proposer des consultations. Mais ça, c'est le problème nous sommes le département qui a le moins de renouvellement en France de médecins. Donc, pourquoi le Cher n'est pas attractif? Ça, c'est un énorme problème. Je crois que je peux répondre qu'on n'a pas de réponse là-dessus. Donc, vous pouvez toujours nous téléphoner. Vous pouvez toujours, moi je sais que quand je travaille le jeudi, vendredi, j'ai des tas de gens qui me téléphonent ou à qui je retéléphone entre 2 consultations. Et comme ça, on peut essayer de voir exactement ce qui se passe. Et vous dépanner. C'est une question tout simplement humaine. Parce qu'on sait très bien qu'il a fallu en général 1 an avant que les gens se décident à consulter. Bon, ensuite, il faut 6 mois à peu près de dispute familiale. Parce que, donc après, il faut 6 mois ou 1 an avant nos consultations. Donc on perd un temps fou. Mais je ne suis pas dupe et je sais comment les choses se passent. Donc c'est pour ça que je vous dis l'histoire de l'absence du médecin traitant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut absolument. Et vous nous téléphonez, vous nous expliquez ce qui se passe. Il est évident que quelqu'un qui a 55, 58 ans commence à poser ce problème, il va avoir priorité, un peu comme là les chauffeurs de poids lourds, etc. On sait très bien. Moi, quand j'ai pris le poste à l'hôpital, ils m'ont dit, bon, tu vas faire toutes les consultations des jeunes, c'est-à-dire nous, moins de 75 ans.
C'est-à-dire 55, 75 ans. On est tombé jusqu'à même à 27 ans. J'ai quand même eu un drogué de 27 ans, j'ai eu un traumatisé crânien de 40 ans. Donc, si vous voulez, il y a un peu de tout, hein, il ne faut pas l'oublier. On essaie humainement de faire ce qu'on peut. Mais vous, le public, ne nous laissez pas tomber. 20% de consultations sur 2 jours, j'arrive à faire maximum 12. Vous imaginez 20% de moments où je prévois de la littérature médicale ou de la littérature tout court ou du courrier. Mais c'est quand même penser aux autres. Bon, c'est tout à fait humain de dire il ne va pas venir, très bien. Il préfère aller voir une autre consultation. Très bien, le patient est libre. Les consultations mémoire sont hospitalières. Il y en a donc à Saint-Amand, à Vierzon, à Bourges. Hein. À Vierzon, moi, je ne fais plus de consultation mémoire parce que je travaille pareil comme mon confrère. Je rempile depuis 10 ans, à 2 demi-journées par semaine à l'hôpital de Vierzon sur une unité spécialisée, hein, l'unité cognitivo-comportementale du service de soins de suite. Donc je m'occupe de 10 lits dans cette unité, mais je ne fais plus de consultation mémoire, mais mes confrères donc en font. Et on est actuellement sur des délais de... ça dépend, 1 mois, 2 mois. Effectivement, nos secrétaires sont très attentifs quand il y a des gens qui annulent leur rendez-vous, parce qu'on en a quand même un certain nombre qui annulent le rendez-vous, au lieu de ne pas venir, ils téléphonent. Et ça permet dans l'urgence de donner des rendez-vous. Et puis moi, de temps en temps, sur des situations très particulières avec grande urgence, je donne une consultation, je prévois un créneau de consultation, mais dans les 15 jours, 3 semaines maximum. Voilà. Mais donc, ce sont des consultations hospitalières, vous ne les aurez pas sur Doctolib comme ça. Enfin, bon, voilà. En revanche, effectivement, les mammographies, c'est un très gros problème. Voilà. Je suis bien d'accord avec vous. Vos délais de rendez-vous? Alors, pour l'insomnie, très très long, c'est mars 2025. Et pour l'apnée, je serai sur janvier-février. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis toute seule, donc c'est moi qui pose les machines, c'est moi qui récupère la machine, c'est moi qui fais le transfert de données, qui fait la désinfection, enfin qui fait tout, qui fait la compta, qui fait le secrétariat, enfin voilà, je fais vraiment tout. Pourquoi? Parce que je ne suis pas chef d'entreprise, donc je ne sais pas gérer des gens, je sais faire que de la médecine, donc du coup c'est très compliqué pour moi de gérer des salariés. Et puis j'ai surtout un gros travail en off, c'est-à-dire que quand vous faites une nuit d'enregistrement de 10 heures, j'analyse 30 secondes par 30 secondes pour la polysomnographie. Donc je commence par analyser les tracés au niveau des électrodes de la tête, donc c'est 30 secondes par 30 secondes, donc le temps de faire 10 heures d'enregistrement, c'est long. Et une fois que j'ai fait ça, je fais tout le versant apnée, donc là c'est des planches de 2 minutes, donc c'est pareil, c'est 2 minutes, puis 2 minutes, puis 2 minutes. Donc tout ça, plus le compte rendu, fait que, voilà, on n'est pas surhumain. On a aussi après une vie à côté et j'ai des petites filles et du coup voilà. Et je suis très bavarde en consultation. C'est aussi un peu mon problème.